Ce sont quelques mots de vocabulaire pour l'instant. Donc ça parlera de taux d'intérêt négatif et je vais mentionner quelques personnes, des directeurs de banques centrales comme Mario Draghi de la Banque centrale européenne, Ben Bernanke qui était l'ancien directeur de la Federal Reserve aux États-Unis, peut-être Janet Yellen. À part ça, il y a quelques termes comme les obligations, la masse monétaire, le taux directeur, un mot comme contracyclique, et il me semble qu'on parle de traité de Bâle. Donc il y a Bâle 2 et Bâle 3. Voilà. Donc si vous êtes prêts, je vais commencer bientôt. En fait, le plus grand risque, c'est que je n'ai pas d'idée directrice très nette, plutôt que je tourne en rond. Mais au niveau des chiffres, ça ne devrait pas être trop compliqué. Voilà, je commence tout de suite. Mesdames et messieurs, ce soir, mon discours va porter sur les taux d'intérêt négatifs. C'est en effet une nouvelle qui est apparue il y a 1 ou 2 mois et qui concerne les taux d'intérêt fixés par les banques centrales de plusieurs pays ou peut-être plutôt de zones économiques, puisque cela concerne aussi la zone euro, qui n'est pas à proprement parler un pays, un État ou une nation. Pour l'instant du moins. Alors, quand on parle de taux d'intérêt, on parle bien sûr de la quantité d'argent que vous devez rembourser en plus du montant initial lorsque vous contractez un emprunt. Imaginez que je vous donne de l'argent pour que vous alliez chercher une barre chocolatée au distributeur. Si celle-ci coûte 2 € et que le taux d'intérêt est de, disons, 10%, vous devriez me rendre 2,20 € à la fin, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Donc le principe est assez simple. Et il est également appliqué par les banques privées, notamment lorsque vous, en tant qu'acheteur d'un bien immobilier, voulez obtenir un prêt hypothécaire, vous devez également rembourser des intérêts là-dessus. Et il en va de même pour nombre de produits financiers, qu'ils soient utilisés par des États, des entreprises, des banques entre elles. Il y a en effet un marché interbancaire, donc ces taux d'intérêt sont utilisés dans nombre d'endroits. Et en général, le taux d'intérêt qui est fixé sera déterminé par l'état général de l'économie au niveau macroéconomique. Donc, à plusieurs intervalles, les directeurs des banques centrales, qui répondent donc à une institution publique, annoncent le taux d'intérêt qui va s'appliquer à ce qu'on appelle les taux directeurs, ou ce qui est donc le taux d'intérêt qui s'applique aux banques privées lorsqu'elles veulent obtenir des prêts de la banque centrale. Alors, ce qui est frappant dans la nouvelle d'il y a 1 ou 2 mois, c'est que d'habitude, les taux d'intérêt sont toujours positifs. En effet, on s'attend à ce que quelqu'un, lorsqu'il vous prête de l'argent, veuille obtenir plus sur l'argent qu'il n'aura pas pu placer autre part. Cet argent est censé également couvrir les risques, au cas, les risques liés au fait que vous pourriez ne pas être en mesure de rembourser, que vous ne soyez pas solvable. Donc, il est particulièrement étonnant de voir des taux d'intérêt négatifs. La nouvelle est apparue dans la presse en ce qui concerne le Japon, la Banque centrale du Japon en décembre, mais de telles mesures ont également été prises dans d'autres pays, tels que la Suisse par exemple. Puis c'est la Banque centrale suédoise qui a annoncé une mesure semblable, et en janvier, la Banque centrale de la zone euro, c'est-à-dire la BCE, basée à Francfort, a annoncé une décision similaire. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Eh bien, c'est-à-dire que si vous détenez de l'argent et que vous le placez quelque part,
eh bien, la personne qui garde chez qui vous investissez, ou plutôt, non, attendez, parce que je me perds dans cette histoire. En fait, il vous coûte de ne pas placer votre argent quelque part. Et en fait, cette mesure vise à stimuler l'économie qui est particulièrement menacée par un risque de déflation. Alors, vous savez que l'on parle d'un risque de nouvelle crise financière, et le grand problème réside dans le fait que l'on ne s'est pas tout à fait remis de la crise financière précédente, celle de 2008-2009. Lorsque de nombreuses banques américaines ont fait faillite, telles Lehman Brothers, les banques centrales de grands États ou de grandes zones économiques ont dû prendre des mesures radicales. Et là, on a constaté une réaction différente entre les dirigeants de la Federal Reserve américaine et ceux de la BCE. En effet, Ben Bernanke a choisi très promptement d'émettre de nombreuses liquidités dans l'économie. Donc cela pouvait se traduire par des taux d'intérêt très bas, pas négatifs mais très bas, donc de l'ordre d'1% peut-être ou même moins, et également de lancer une politique assez hétérodoxe, une politique monétaire que l'on appelle assouplement quantitatif, quantitative easing en anglais. Dans la zone euro, on a commencé à prendre de telles mesures, mais assez tard. C'est à partir de 2011-2012 qu'on y a recouru. Et entre-temps, les mesures ont été plutôt ont été assez différentes dans le sens où on a plutôt recouru à des mesures d'austérité pour tenter de faire face à une crise particulièrement prononcée des dettes souveraines des États membres. Alors, comme je mentionne les taux d'intérêt négatifs, il est intéressant de constater que justement, lorsqu'il y a eu cette crise des dettes publiques, on avait constaté d'autres taux d'intérêt négatifs émerger. C'était en ce qui concerne les bons d'État, les obligations d'État. Car jusque-là, je vous parlais des taux directeurs que les banques centrales appliquent aux prêts qu'elles accordent aux banques privées. Ici, je vous parle à présent des obligations d'État. C'est ce qu'on a constaté lorsque les taux d'intérêt sur les obligations des États membres de la zone euro ont divergé. En fait, lorsque la zone euro a été créée, que la nouvelle monnaie a été lancée en 2002, et déjà sur les places financières à la fin des années 90, les taux d'intérêt entre Francfort, Paris, Rome convergeaient tous, étaient à peu près au même niveau. Mais dès que la crise a fait surface, on a constaté que on était bien moins prêt à acheter des obligations d'État de l'Espagne, par exemple, ou de la Grèce, des États qui ont été jugés comme pratiquement non solvables. Il n'y avait, à vrai dire, pas de cadre qui permettait de maintenir une homogénéité entre ces taux d'intérêt jusque-lors, et c'est pourquoi, tout d'un coup, on a vu des grandes divergences. Et à ce moment-là, les épargnants, les personnes qui possèdent beaucoup de capital à garder dans des biens financiers, ont décidé surtout d'investir dans des obligations de la Banque centrale allemande. Et c'est pourquoi on a vu même des taux d'intérêt négatifs, car au moment d'une assez grande panique financière en 2012, à l'été 2012, il était jugé presque comme plus rentable de placer son argent dans des obligations d'État allemandes, de devoir perdre un peu sur le montant placé, plutôt que d'investir ça dans d'autres endroits, et surtout pas en achetant des obligations d'État irlandaises, grecques ou d'autres pays de ce qu'on appelait les PIGS.
Et aujourd'hui, on constate à nouveau des taux d'intérêt négatifs, même si on parle de réalités assez différentes. Ce qui est également très surprenant dans l'annonce de ces taux d'intérêt négatifs est que les États-Unis ont vu les taux d'intérêt aller dans une direction tout autre il y a 2 ou 3 mois. C'est parce que, après une longue attente, les dirigeants de la Banque centrale américaine ont décidé de, pour la première fois depuis 2006, remonter le taux d'intérêt directeur. En effet, on jugeait que la reprise était encore trop faible et qu'il fallait maintenir les taux d'intérêt très bas. Et c'est pourquoi ce n'est que en décembre 2015 que Janet Yellen, la directrice actuelle de la Réserve fédérale, a augmenté le taux d'intérêt directeur assez légèrement de 0,25%. On n'avait plus vu de hausse de ce taux d'intérêt depuis 2006. On constate donc qu'aux États-Unis, on procède à une politique inverse que par exemple au Japon ou dans plusieurs économies européennes. Alors, juste un point pour vous éclairer ici. Pourquoi les décisions des banques centrales sont importantes? Pourquoi décident-ils d'influer sur le taux d'intérêt? Eh bien, c'est parce que plus une économie va mal, plus elle se contracte, plus ils chercheront à prendre des politiques contracycliques et à augmenter la masse monétaire, les crédits qui sont injectés dans cette économie. Donc si la Banque centrale applique un taux d'intérêt très bas, proche de 1% ou encore moins, cela veut dire que pour que les créanciers, ceux qui ne sont pas créanciers, les débiteurs, ceux qui ont contracté une dette envers la Banque centrale, doivent rembourser assez peu d'intérêt. Si ils doivent donc rembourser peu de taux d'intérêt, cela va favoriser l'économie, cela va favoriser l'investissement. C'est pourquoi on considère que ce sont des économies qui ont tendance à donner un stimulus. Évidemment, il y a de nombreux débats autour de cette question. Certains jugent au contraire que ça ne fait que créer des bulles financières, parce que peut-être que beaucoup de ces investissements seront faits dans des secteurs de l'économie qui ne sont pas porteurs. C'est ce qu'on avait vu notamment à la fin des années 90, au début des années 2000, avec la bulle des dot-com, que dans une certaine mesure, beaucoup des nouvelles entreprises créées n'étaient pas en train d'apporter une réelle valeur ajoutée à l'économie, et c'est pourquoi il peut être dangereux de créer des bulles. Mais donc la décision, du moins aux États-Unis et puis ensuite en Europe, a été de maintenir des taux d'intérêt très bas. Une autre mesure qui a été prise à ce moment-là pour restimuler l'économie, comme on jugeait que ces taux d'intérêt très bas ne suffisaient pas à relancer l'économie, a été une politique appelée l'assouplement quantitatif, comme je vous l'ai dit. Celle-ci a vu le jour au début des années 90. Oui, je rechange, je parle en français de nouveau. Et elle a été mise en place parce que l'économie japonaise, au sortir des années 80, était particulièrement stagnante. Et les décideurs politiques japonais ont voulu recourir à des politiques peu conventionnelles pour tenter de ranimer un petit peu le zombie qui était l'économie japonaise. En fait, il s'agit là de racheter des actifs de l'économie japonaise pour, de la même manière, créer de la masse monétaire, créer des crédits dans l'économie, mais de manière plus directe, pour tenter de redonner une impulsion à l'économie réelle. Jusque-là, ces efforts ont été assez vains, mais on peut aussi constater que la plupart des actifs qui sont rachetés sont souvent des actions dans des grandes banques japonaises. Et c'est là que le bas blesse peut-être. Parce que lorsqu'on procède à de telles
politique, le but est que justement une bonne partie de cette masse monétaire créée finisse par se concrétiser dans des investissements dans l'économie réelle pour que l'économie puisse reprendre. Mais ce qu'on a constaté dans beaucoup de ces cas-là est que, en fait, les banques se servaient de cette manne, de ces fonds qui provenaient de la Banque centrale pour, en fait, rembourser leurs dettes qu'elles avaient creusées justement pendant la crise financière. Donc cette politique favorise souvent de grandes entreprises ou de grandes banques ou de grandes entreprises listées dans les différentes bourses, dans les différentes places financières. Et certains pourraient juger qu'il serait peut-être plus pertinent d'investir plus directement dans des secteurs de l'économie qui fonctionnent. Mais en plus, on pourrait être choqué d'un tel choix par les directeurs des banques centrales parce que la crise des dettes souveraines que j'ai évoquée a été causée dans de nombreux cas par le renflouement de grandes banques jugées systémiques qu'il ne fallait pas voir couler. Comme vous le savez, Lehman Brothers n'a pas été sauvé par Barack Obama, mais dans d'autres cas, on a jugé bon de sauver des grandes banques en finalement recourant aux contribuables. Et là, ce qu'on constate, c'est que dans un cas comme dans l'autre, les décideurs de la politique économique ont jugé bon de mener une politique plutôt favorable à ces grandes banques que j'évoquais. Et à présent, lorsqu'on parle des taux d'intérêt négatifs, on pourrait également se demander si cela ne favorise pas paradoxalement les banques. En effet, vous me direz, si le taux d'intérêt est très élevé, cela veut dire que les banques peuvent obtenir de vous un remboursement léonin, une quantité d'argent invraisemblable pour pouvoir vous l'accorder. Mais en réalité, on peut aussi penser que vous, en tant que déposant, vous qui devez tous avoir un compte en banque, sous peine de ne pas pouvoir voir votre fiche de paye plus concrètement, devez tous avoir un compte en banque. Et justement, là où le bât blesse, encore une fois, c'est que vous n'obtiendrez pas d'intérêt à la fin de l'année sur vos comptes. Car en fait, en plus de certains frais administratifs, votre montant placé dans la banque va diminuer encore. Donc, c'est peut-être un petit peu trop favorable aux banques, mais en même temps, je ne crois pas que quelqu'un ait trouvé une solution miracle pour sortir de la crise. Et d'autant plus que la situation est encore très, très hasardeuse et que l'on risque peut-être de retomber dans une autre crise financière et économique, étant donné les événements récents sur la place financière de Shanghai, ou alors avec les cours du pétrole très bas. Excusez-moi de m'être un peu perdu dans mes idées, de ne pas avoir fait des phrases très claires. Je me suis peut-être j'ai peut-être pris un peu trop de temps, mais voilà, je vais m'arrêter là. Merci de votre attention. Un grand merci.